Oui. Vous m'entendez? Ça marche? Oui. Alors Isabelle, tu écris dans ton site sur Internet, je vous accompagne sur le chemin du mieux-être. Je trouve cette phrase extraordinaire. Donc, avec quelques-unes des clés dont tu as le secret, je te demande de nous accompagner pour un mieux-être ce soir. Merci beaucoup. Merci Patrick. Est-ce que vous m'entendez bien au fond, parce qu'on a rajouté des... Oui, c'est bon. Merci. Bonsoir à tous. Merci vraiment à chacun d'entre vous d'être là ce soir. Tout de suite, pour commencer, je vais vous demander un très gros effort. Vous allez essayer de m'imaginer à l'âge de 17 ans. Je vous avais dit que ce ne serait pas facile. Vous faites comme vous pouvez. J'ai 17 ans. Je suis en terminale, au lycée, dans une salle de classe, où ma prof de philosophie s'est assise à son bureau. C'est le jour fatidique de la remise des notes de nos dissertations. Ma professeure de philo nous demande: que voyez-vous sur mon bureau, en désignant la pile de copies? Nos dissertations, madame. Eh bien non, dit-elle. Il y a juste une dissertation. Toutes les autres copies sont vierges. Nous nous regardons, interloqués, dans une totale incompréhension commune. Nous venions d'apprendre la différence entre la réalité et son interprétation. Sa démonstration m'a questionné longtemps et j'ai fini par trouver des réponses dans les approches thérapeutiques dont je me sers aujourd'hui, les thérapies cognitives et comportementales. Et ce soir, vous allez comprendre le pouvoir de nos pensées à travers nos interprétations de la réalité. La réalité étant ce qui est. C'est un fait. Seul ce qui est réel, comme cette pile de copies vierges, excepté la première. Je vais rester dans la philosophie un peu. Épictète, philosophe grec, stoïcien, disait déjà il y a plus de 2000 ans, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'interprétation qu'ils en font. Je vais, pour illustrer cette citation, prendre un exemple. Prenons un même événement chez Sophie, Patrick et Zoé. L'événement est le suivant. C'est la nuit, ils dorment et le téléphone sonne. Sophie, réveillée par la sonnerie du téléphone, se dit « Oh, mon Dieu, il est arrivé quelque chose ». Avec cette pensée-là, qu'est-ce qu'elle ressent? De l'inquiétude. Chez Patrick, qui dort et qui est réveillé par la sonnerie du téléphone, lui se dit « Ah là là, mais quelle est l'abruti qui me réveille en pleine nuit ?» Est-ce que Patrick est inquiet comme Sophie? Non. Il est en colère, il est assez agacé. Chez Zoé, qui dort, qui est réveillée par le téléphone, Zoé, elle se dit ça doit être mon amoureux qui m'appelle, il s'ennuie de moi. Est-ce que Zoé est inquiète comme Sophie, énervée comme Patrick,
Non, elle est contente, elle est joyeuse. On constate dans cet exemple que pour un même événement, on peut avoir des pensées différentes et des émotions différentes. Donc la pensée d'Épictète est très juste. Ce n'est pas l'événement qui me trouble, c'est l'interprétation que j'en fais. Donc, je ressens ce que je pense. Alors, pour continuer cette illustration, j'ai fait un schéma. Je vais vous faire un scénario. Ce que je vis, la situation, je suis dans un embouteillage. Et dans ma voiture, je me dis, donc je pense, je me dis mais c'est pas possible, mais il y a encore des travaux, et les feux qui sont mal réglés, oh là là, mais c'est n'importe quoi. Avec cette idée-là, comment je me sens? Qu'est-ce que je ressens? De l'agacement, de l'énervement. Et quand je me sens agacée, qu'est-ce que je fais? Je m'agite. Je m'agite et puis, hop là, je renverse ma petite bouteille d'eau, évidemment, sur mes dossiers qui sont à côté de moi. Et le résultat, eh bien, c'est que mes dossiers sont à refaire. Et alors, on est très bien fait parce qu'on peut tourner. Du coup, ces dossiers qui sont à refaire deviennent pour moi une nouvelle situation, une nouvelle occasion de me dire « Mais pourquoi je m'énerve comme ça en voiture? Je suis vraiment trop nulle. » Ça, c'est ce que je me suis dit. Vous voyez la petite flèche? La petite flèche, elle vous montre ce que je me suis dit à propos de ce que je suis en train de vivre. Donc, je me sens tellement nulle. Qu'est-ce que je vais ressentir? Je vais me faire un petit coup de dévalorisation. Et puis, dans mon comportement, quand je me dévalorise, quand je vais rentrer chez moi, je vais aller au fond de mon canapé avec mes chips, mes glaces, mon alcool, et puis j'ai plus du tout envie de sortir. Sauf que mes amis comptaient sur moi pour sortir. C'est moi qui devais conduire. Le résultat, c'est que mes amis ne peuvent pas sortir. Alors, je peux encore tourner. Je peux me dire, la situation est, mes amis ne peuvent plus sortir. Et là, je me dis, c'est à cause de moi. C'est de ma faute. Et je vais me faire un petit coup de culpabilité. Et je pourrais continuer longtemps. On tourne, souvent. Et ce qui est intéressant dans ce schéma, c'est de voir que nos pensées entraînent tout le reste. Donc si je gère mieux mes pensées, elles m'appartiennent. Donc si je peux les modifier, je vais forcément, mes émotions, mes comportements, le résultat va être modifié. Donc vous commencez à sentir peut-être le pouvoir de nos pensées sur nos vies, puisqu'elles guident nos vies. Quand je parle de pensée, le mot pensée englobe nos interprétations, nos idées, nos jugements, nos obligations, nos interdits, nos opinions, nos croyances. Et je vais m'attarder un petit peu sur nos croyances. Les croyances, qu'est-ce que c'est? Ce sont des impressions qui sont devenues des convictions. Quand je les dis, j'y crois. Je ne remets absolument pas en doute leur véracité. Et on a des croyances qui viennent de notre enfance, de notre éducation, comme tu dois toujours finir ton assiette. Le Père Noël existe.
Si tu es lent, tu n'arriveras à rien. Et l'enfant, il y croit. Et puis on a des croyances qui viennent de la société. Si à 50 ans on n'a pas de Rolex, on a raté sa vie. Après la pluie, le beau temps. Le bonheur, ça se mérite. Un homme, ça ne pleure pas. Toutes ces croyances, elles peuvent nous aider à vivre, mais elles peuvent aussi nous perturber notre vie. Pourquoi ? Parce que certaines se sont installées en nous, mais on n'en a plus conscience. Et elles guident nos vies. Donc c'est intéressant de ressentir que par moment, on peut avoir des comportements qui ne nous correspondent pas, ou plus, mais on ne sait pas pourquoi on agit de telle façon. Ça vous est peut-être arrivé de vous dire oh, mais pourtant je m'étais juré que là je ne me comporterais plus comme ça dans telle situation, et pourtant j'ai recommencé. Parce que on obéit à ses croyances. Ces croyances, au fil du temps, elles se sont transformées en règles, en exigences. Et on y obéit, même si on n'en a pas conscience. Je vais vous donner l'exemple d'une famille avec 2 enfants, où le papa dit très souvent, dans la famille, on ne redouble pas. Et les 2 enfants ont interprété différemment cette croyance. Le premier enfant, il l'a cru. Il veut obéir à la règle. Alors, ce qui se passe, c'est que dès que sa moyenne baisse, il s'inquiète. La veille des examens, il a du mal à dormir, il a mal au ventre, et le jour de l'examen, il arrive même à être angoissé. Parce qu'il l'a faite sienne, cette croyance. Il ne peut pas il ne la remet pas en cause. Et donc, du coup, il est guidé par ça. Parce que dans cette petite phrase, dans la famille, on ne redouble pas, ça sous-entend, je n'ai pas le droit d'échouer, je n'ai pas le droit à l'erreur. Donc c'est lourd, hein. Donc ça risque même de le poursuivre tout au long de sa vie s'il ne remet pas en cause cette croyance. Le deuxième enfant, lui, l'a interprété complètement différemment. Il l'a entendu, mais ne l'a pas fait de sienne. S'en est pas préoccupé. Donc ça n'agit pas sur son travail, il travaille à l'école, mais sans la pression supplémentaire due à cette croyance. Et une partie du travail en thérapie consiste à aller débusquer les croyances enfouies chez la personne pour qu'elle puisse les modifier. En tout cas, quand ça lui empoisonne la vie, évidemment. Donc, je vous encourage à déjà examiner, observer les croyances dont vous avez conscience. Sont-elles importantes pour vous ? Vous conviennent-elles ? Vous appartiennent-elles ? Est-ce les vôtres ? Ce sont des questions importantes à se poser pour des fois éviter de continuer à obéir à des règles qui finalement ne nous conviennent plus. Toutes ces pensées, vous allez peut-être me dire, mais moi je ne peux pas m'arrêter de penser. Ben, vous n'avez pas tort. Je vais vous proposer une petite expérience. Est-ce que ce soir, en venant, vous avez croisé un 4x4 ? J'aimerais que vous pensiez à cette image de 4x4. Alors si vous n'en avez pas vu ce soir en venant, je suppose que dans
toute votre vie, vous avez bien dû en voir au moins un. Donc vous allez prendre cette image de 4x4. Est-ce que vous voyez, tout le monde voit son 4x4? Et je vais vous demander de choisir une couleur pour ce 4x4. Imaginez la couleur que vous voulez pour votre 4x4. Même si elle est extravagante, c'est très bien. Des fois, si on ferme les yeux, on voit mieux son image. Est-ce que quelqu'un n'a pas d'image de 4x4 dans la tête? Non, tout le monde a une image de 4x4 avec sa couleur choisie. Alors je vais vous demander de vous tourner vers vos voisins de droite et de gauche et de leur décrire votre 4x4. De leur décrire de quelle couleur est votre 4x4. Vous voulez bien? Il y en a des choses à dire, hein. Alors, est-ce que tout le monde a son image de 4x4 dans sa couleur choisie? Ok? Tout le monde a son image dans la tête. Maintenant, je vais vous demander pendant 20 secondes de vous empêcher par tous les moyens que vous pouvez imaginer de penser à votre 4x4. C'est-à-dire que je vais mettre le minuteur pendant 20 secondes. Vous vous débrouillez, mais vous n'avez pas le droit, il faut absolument vous empêcher de penser à ce 4x4. D'accord? Alors. C'est bon, tout le monde a son image de 4x4 et tout le monde va essayer de s'empêcher de penser à cette image de 4x4. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, les laisser ouverts comme vous voulez. D'accord? On est parti. Est-ce que vous avez pensé à votre 4x4? Oui. 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 Qui a réussi à ne pas du tout penser à son 4x4? Est-ce que quelqu'un peut nous donner sa stratégie? Ouais. Vous avez pensé au dauphin? Oui, au lieu de penser à mon 4x4, je vais faire les dauphins, donc je pense au dauphin. Et vous, à aucun moment, vous vous êtes dit, oh, il ne faut pas que je pense à ce 4x4. Parce qu'après, je pense que je vais perdre mon château, il y a d'autres châteaux. Et au départ, il y avait quand même un peu l'image. Pas vraiment. Il y en a qui ont beaucoup d'entraînement. Moi, j'ai essayé de vous imaginer très fort à 17 ans. Et il y a des personnes qui ont vu beaucoup le 4x4. Oui. Maintenant, pour celles donc, qui ont réussi à ne pas voir le 4x4, c'est super. Pour celles, pour les personnes qui ont beaucoup vu le 4x4 en s'empêchant de le voir, nous allons recommencer pendant 20 secondes. Et là, vous pouvez penser à tout ce que vous voulez. Toutes les pensées sont les bienvenues, y compris votre 4x4. D'accord? On recommence. C'est parti.
Alors je m'adresse plutôt aux personnes qui tout à l'heure n'ont pas réussi à ne pas voir du tout de 4x4. Si là il s'est passé autre chose, si vous avez vu autant de 4x4 ou moins de 4x4, si c'est revenu avec moins d'intensité, est-ce que quelqu'un aurait envie de partager son ressenti dans les deux expériences, dans les personnes qui ont beaucoup vu? Moi, au début, la première fois, j'essayais de penser à mon fils, à ma famille, etc. Mais il y avait toujours le 4x4 derrière. Il était derrière. Et là, je n'y ai pas pensé. J'ai fait des associations d'idées. Et juste à la fin, j'ai pensé à ma voiture. Et bien, ça m'a fait penser au 4x4. Mais autrement, je n'y avais pas pensé. Donc, ce qui est intéressant dans le témoignage, c'est que entre les deux expériences, si j'ai bien compris, la première fois, l'image était très présente, la deuxième fois, beaucoup moins. Ce qu'on peut tirer comme conclusion, c'est que quand on veut repousser une pensée, elle est encore plus présente. Ça ne fonctionne pas. Donc, plus je ne veux pas penser à quelque chose, et plus je vais y penser. Donc, comment apaiser son mental? Comment faire pour pouvoir apaiser son mental et mieux gérer le mécanisme de nos pensées? Donc, pour pouvoir apaiser son mental, en thérapie, on se sert de plusieurs clés, et il y en a une qui est d'être davantage dans le moment présent. Je vais me prendre comme exemple. Ce soir, ce qui est important pour moi, c'est de partager et d'être pleinement avec vous. Mais si en même temps, j'avais d'autres pensées, je serais moins avec vous. Et si j'avais d'autres pensées, en fait, il se passerait peut-être cela. Ah oui, c'est vrai, je suis filmée. Ah ben, j'aurais peut-être dû aller un peu chez le coiffeur. Tiens, il faudra que j'essaye le coiffeur de ma sœur. Oh, ma sœur, est-ce qu'elle a donné les clés à mon fils pour ce week-end? Oh là là, en rentrant tout à l'heure, il faut que je l'appelle. Ah bah oui, en même temps, je sortirai la poubelle verte, hein, c'est vendredi. Vendredi. Ah ben vendredi, je suis ici. Vous avez vu comment on peut sauter dans le train d'association de pensée et sans connaître sa destination. Je me suis laissée emporter par mes pensées. Et ce qui se passe, c'est que quand on descend du train, on est déconnecté de ce qu'on était en train de faire. Donc je me reprends, je suis pleinement avec vous. Et pour s'entraîner à ressentir davantage le moment présent, je vais vous proposer un moment de respiration tous ensemble. Alors, on va vérifier sa position assise. Les pieds bien à plat sur le sol. Si on a les jambes croisées, on les décroise. Je sens bien le contact de mes pieds sur le sol, le contact de mon dos, mes fesses, mes cuisses sur la chaise. Et puis je vais prendre ma main droite que je vais poser au niveau de ma poitrine pour que je puisse mieux ressentir mes poumons qui vont se gonfler, se dégonfler.
Et pour cette respiration, on fermera les yeux ou on baissera le regard. Je vais vous montrer une fois ce qu'on va faire. J'inspire profondément. J'expire. Et à la fin de l'expire, on va dire « Je suis là, juste là ». Ok? Donc, on a bien les pieds à plat sur le sol. On a mis sa main sur sa poitrine. On y va. Je suis là, juste là. Allez, on le refait encore une fois pour bien le sentir, d'accord? Donc j'inspire profondément. J'expire. Je suis là, juste là. Ouais, super. Excellent. Voici maintenant une autre clé pour mieux gérer le mécanisme de nos pensées. C'est de mettre à distance nos pensées. C'est-à-dire de créer une relation plus souple avec ce qu'on pense. Se décoller de ses pensées. Alors, je vais vous donner un exemple. Je vais prendre une pensée assez paralysante que peut-être vous avez eue au moins une fois dans votre vie. C'est « je n'y arriverai jamais ». Elle est lourde, hein, celle-là. C'est difficile d'avancer quand on pense ça. Alors on va ajouter devant « j'ai la pensée que je n'y arriverai jamais ». Est-ce que vous ressentez qu'il y a une distance qui s'opère? Je fusionne moins avec ma pensée. Et puis on va faire une troisième distance. Je me vois avec la pensée que je n'y arriverai pas. Alors là, je suis en poste d'observation de moi-même. Je me suis détachée, je me suis décollée de ma pensée. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça me permet d'une part de diminuer mon émotion et mes symptômes physiques, et d'autre part, ça me permet de mieux discerner si ce que je pense est utile pour moi, si cette pensée est bonne pour moi ou si elle me nuit. Donc pour mieux comprendre encore cette distance, elle devient très très intéressante, par exemple, quand nous déroulons des pensées du style scénario catastrophe. Parce que quand on déroule ce genre de pensée, on peut vivre des émotions très très douloureuses. Je prends comme exemple Sophie, qui a passé le week-end avec sa fille âgée de 20 ans, et sa fille lui dit « Bon maman, je reprends la route, je serai à la maison à 22h, je t'appelle dès que j'arrive. » Ok. Sophie regarde la télévision, tranquille. À 22h, regarde sa montre, pas d'appel. Bon. 22h15, elle tente d'appeler sa fille, sans résultat. 22h30, toujours pas de réponse. Et là, Sophie part dans son scénario catastrophe. Scène 1, elle a eu un accident, les secours sont sur place. Scène 2, il l'emmène à l'hôpital, mais elle a un groupe sanguin très très rare. Scène 3, elle imagine le pire. Là, elle transpire, elle tremble de partout, son cœur bat à tout rompre, l'angoisse lui a envahi le corps, c'est la panique. Et à 23h, sa fille l'appelle. « Salut maman, je me suis arrêtée sur la route pour manger. Et j'avais plus de batterie, mais c'est bon, je suis à la maison, tout va bien, et toi ça va ?» Oui, bien sûr.
Vous voyez comment Sophie a nourri une petite inquiétude du départ, a nourri avec ses pensées, et cette inquiétude s'est transformée en très grosse angoisse. Alors comment Sophie aurait-elle pu faire pour ne pas se laisser embarquer par son flot de pensées? Est-ce qu'elle aurait pu combattre son idée, repousser, dire non, non, je ne veux pas penser au pire, non, 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 non. On a vu que si je repousse, ça revient plus fort, comme dans l'image du 4x4. Donc, il y a une autre façon de faire qui est très efficace. C'est de prendre conscience déjà que j'ai allumé Radio Catastrophe et faire un stop. Qu'est-ce que je suis en train de me dire? Ah, et si, et si, et si, ok. Et là, j'évalue. Vous voyez la distance qui s'est opérée. Donc, je peux évaluer à ce moment-là si ce que je me dis est intéressant pour moi, si c'est bon pour moi, si c'est utile. Non. Alors, je ramène mon attention à ce que j'étais en train de faire. Et cette dernière action est très très importante. Parce que si j'indique à mon esprit simplement « Non, non, c'est bon, ça m'intéresse pas, je veux... » Voilà, je n'écoute pas. Sans lui donner une autre direction, il va repartir dans le même sens. Donc très important de donner la direction que l'on veut. Soit je continue Radio Catastrophe, soit je reviens à ce que j'étais en train de faire en lâchant mes pensées, en les laissant filer, parce qu'elles ne m'intéressent pas. C'est comme le GPS. GPS, on met sa destination, et puis, parfois, c'est qu'une partie du voyage, en fait, qui nous intéressait. Arrivé presque à destination, on se souvient très bien du chemin. Et là, le GPS nous dit, tournez à gauche. Ah, non, 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 c'est bon, moi, je t'écoute pas, là, tu veux me faire passer par la nationale, moi, je connais, j'ai le petit raccourci, très bien. Sauf que le GPS, il continue. Faites demi-tour. Mais vous ne l'écoutez plus. Vous avez décidé de votre direction. Ça ne vous intéresse pas. C'est la même chose avec vos pensées. Si elles ne sont pas utiles pour vous, vous n'êtes pas obligé de les écouter. Je dis souvent, ne croyez pas tout ce que vous vous dites. Votre cerveau vous piège. Donc je voudrais maintenant vérifier une chose par rapport à l'entraînement du stop que je vous ai proposé. Est-ce que vous pourriez prendre une petite inspiration et retenir votre souffle? On essaye? Est-ce que vous en êtes capable? On essaye? Ah, c'est bon, je suis rassurée. Vous pouvez arrêter votre respiration. Parce que respirer, vous êtes d'accord, on le fait automatiquement. Ben, penser aussi, on le fait automatiquement. Alors si vous pouvez arrêter votre respiration, vous pouvez vous arrêter sur vos pensées. Super pouvoir. Et justement, voilà notre moment de respiration. J'ai oublié de vous dire au départ que on va le retrouver de temps en temps tout le long de la conférence. Donc, on reprend notre position, les pieds bien à plat. Je vais mettre ma main droite sur ma poitrine. Je vais ramener toute mon attention à ma respiration.
J'inspire profondément. J'expire. Je suis là, juste là. Super. Pour cette dernière partie, je vais aborder l'action vers ce qui est important pour soi. Parce qu'on a vu qu'il y avait des pensées qui pouvaient nous empêcher d'avancer. Comme quand nous ressentons de la peur. La peur, peur de dire non, peur de demander de l'aide, peur du rejet, peur de la foule, peur de l'avion, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas y arriver, peur de la peur. Et je vais prendre l'image d'une pièce de monnaie qui a donc deux côtés. D'un côté, la peur. Sous le mot peur, je mets tous les proches parents, c'est-à-dire l'anxiété, l'inquiétude, l'angoisse, la nervosité, l'insécurité, tout ça, et tous les symptômes physiques qui vont avec, les mains moites, les jambes flageolantes, le cœur qui s'accélère, etc. Et quand nous ressentons cette peur, nous voyons tout à travers cette peur. C'est-à-dire que notre interprétation de tout ce qui se passe, on n'a qu'un filtre, c'est la peur. On respire la peur. Donc difficile d'avancer. Mais on a oublié que derrière la peur, il y a toujours l'envie, le désir d'agir vers ce qui est important pour soi. Je vous donne un exemple. Zoé avait, côté peur, une angoisse de conduire, de passer son permis de conduire. De l'autre côté, elle voulait absolument reprendre des cours d'équitation, mais il fallait s'y rendre en voiture. Est-ce que Zoé a repoussé sa peur? Non, je ne veux pas de toi. Non, parce qu'elle sait que ça ne fonctionne pas. C'est toujours comme le 4x4. Si elle la repousse, elle va revenir plus fort. Parce qu'elle indique à son esprit qu'elle est importante pour elle. Donc évidemment, il se met à combattre. Non, elle a choisi le chemin, elle a choisi le processus d'avancer pas à pas vers ce qui était important pour elle, malgré l'inconfort de l'angoisse. Du coup, son angoisse a diminué et s'est transformée petit à petit en une petite appréhension beaucoup plus gérable. C'est vrai que on n'aime pas ressentir de peur, d'angoisse, de malaise. J'entends souvent oui, mais moi je suis vraiment tellement mal à ressentir tout ça, j'ai pas envie de ressentir ça. Oui, mais c'est là. Donc comment est-ce que je peux faire? Parce que c'est vrai que comme je n'aime pas ressentir ces malaises, j'ai tendance à éviter. Alors je décide de remettre à plus tard, ou je trouve une excuse. Et c'est normal d'agir ainsi parce que quand on fait ça, quand on repousse, quand on évite, eh bien, il se passe quelque chose, un grand soulagement, parce qu'en général, nos pensées et nos émotions désagréables disparaissent comme par magie. Ce sera pour plus tard. Sauf que, du coup, on a privilégié notre confort à court terme, mais on s'est peut-être privé
d'un bénéfice à long terme. Parce que du coup, on a basé nos actions sur nos ressentis au lieu de les baser sur ce qui nous tient à cœur. Donc qu'est-ce qui pourrait m'aider à avancer vers ce qui est important pour moi, malgré mes inconforts? Eh bien, ce sont les valeurs de vie. Alors, les valeurs de vie. Les valeurs de vie, on peut voir ça comme des directions de vie, on peut voir ça comme une boussole. C'est-à-dire qu'elles vont nous orienter dans notre vie. Elles sont sacrément importantes parce qu'elles vont donner du sens à notre vie. C'est elles qui vont guider notre manière de vivre. C'est-à-dire que les valeurs de vie, ça correspond à la manière dont vous voulez vous conduire à l'idéal. Les qualités que vous voulez cultiver, les principes que vous voulez respecter, etc. Et ces valeurs de vie, c'est comme voyager vers l'ouest. Je prends cette métaphore. Mes valeurs de vie, donc, je voyage vers l'ouest. Peu importe la distance parcourue, je peux toujours aller plus loin. Je ne vais jamais arriver à un endroit où il y aura marqué ouest. Donc ça va être mon parcours de vie. Et durant ce parcours, je vais pouvoir réaliser mes buts. Et je fais une différence, une distinction entre les buts et les valeurs de vie. Les buts étant ce que vous voulez obtenir, posséder, réaliser. Les buts ne sont pas permanents. Une fois qu'on a atteint son but, on peut le rayer de sa liste, c'est fait, c'est accompli. Les buts sont des choses à atteindre. Les valeurs de vie, on ne peut atteindre les valeurs de vie. On ne peut que les incarner, que les vivre. Donc je vais vous donner des exemples plus concrets. C'est une notion qui est difficile à expliquer avec des mots parce que c'est vraiment une notion qui est à ressentir. Donc je vais prendre des exemples plus concrets parce que j'avais quand même envie de vous en parler ce soir, tellement cette notion est importante, tellement elle donne du sens à notre vie. Je vais prendre des exemples de buts et de valeurs de vie. Bien sûr, ces exemples-là sont attachés à des personnes. Hein. Vous pouvez avoir d'autres valeurs que celles qui vont s'afficher, bien sûr. Avoir une grande maison peut être un but. Dans les valeurs de vie, ça peut être aimer et protéger sa famille. Gagner le match, ça c'est le but. Comme valeur de vie, c'est-à-dire comment je vais jouer le match. Qu'est-ce que je mets dans ce match? Donc peut-être, si ça fait partie de mes valeurs, je vais mettre de l'adresse, de l'esprit d'équipe, de l'enthousiasme. Perdre 5 kilos, un but. Mes valeurs de vie, prendre soin de mon corps, le renforcer, mieux manger. Parce que si je veux simplement perdre 5 kilos, mais que je ne trouve pas que mon corps est important, je ne suis pas bienveillant avec lui, je ne m'en occupe pas très bien, je vais sûrement réussir à perdre mes 5 kilos, mais je vais peut-être les reprendre assez rapidement si je n'ai pas une valeur qui sous-tend, en fait, qui m'aide à atteindre ce but.
Ça peut être se faire des amis, et à ce moment-là, j'ai peut-être comme valeur de l'affection, de l'authenticité, du respect, de la confiance, pour pouvoir entretenir cette relation avec mes amis. C'est pas juste, je m'arrête, ah ben ça y est, c'est mon ami. Donc les valeurs de vie, c'est que dans l'action de ce qu'on met en place et qui nous correspond, et donc du coup qui donne du sens à notre vie. Et comme dernier exemple, je vais prendre escalader l'Everest. Dans les valeurs de vie, la persévérance, le courage, l'aventure, le contact avec la nature. Et j'ai pris cet exemple parce que je vais vous lire une petite histoire tirée d'un livre du docteur australien Russ Harris, qui est un chef de file dans la thérapie d'acceptation et d'engagement. Et son exemple, son histoire de 2 alpinistes qui donc veulent atteindre le sommet de l'Everest, je trouvais très parlante pour comprendre cette notion de valeur de vie. Je vais voir si je... Donc, oh c'est vrai, j'avais une jolie image de l'Everest. Hans et Jacques sont 2 alpinistes passionnés. Cependant, leur attitude à l'égard de l'escalade est très différente. Hans se concentre entièrement sur le but. Tout ce qui lui importe, c'est d'atteindre le sommet le plus vite possible. Tout au long de l'escalade, il ne pense qu'à son but. Il a tellement hâte d'arriver au sommet qu'il peut à peine se résigner à s'arrêter pour se reposer. L'escalade lui procure peu de joie et de satisfaction car il n'est qu'impatient d'atteindre son but. Lorsqu'il atteint finalement le sommet, il est heureux, il a réussi. Waouh, un moment de gloire. Pendant un bref instant, lorsqu'il admire le paysage, la pression retombe. Il savoure. Mais ça ne dure pas. Dès qu'il amorce sa descente, un autre but reprend le dessus et domine tout. Tout ce qui lui importe est d'arriver en bas le plus vite possible. Jacques est tout le contraire de Hans. Son attitude à l'égard de l'alpinisme reflète ses valeurs. Il a le même but que Hans, atteindre le sommet le plus vite possible. Cependant, il est très à l'écoute des valeurs qui sous-tendent son but. Développer ses habiletés, apprécier la nature, faire preuve de courage, relever des défis et explorer le monde. Il savoure chaque instant de son escalade. Il ne pense pas constamment au sommet et il ne se met pas de pression pour l'atteindre. Il vit dans l'instant présent, totalement absorbé par ce qu'il est en train de faire. Lorsqu'il s'arrête pour se reposer, il admire le paysage et se réjouit de toute la distance qu'il a parcourue. Lorsqu'il atteint le sommet, il ressent une grande exaltation. Le paysage est à couper le souffle. Pendant l'ascension, comme pendant la descente, il savoure chaque instant. Imaginons maintenant qu'il n'ait pas atteint le sommet pour cause de mauvais temps. Ils sont tous les deux déçus de ne pas avoir réussi à atteindre leur but. Cependant, Jacques le prend beaucoup mieux que Hans. Pourquoi ? Parce que Jacques a apprécié l'escalade en elle-même. Il a eu l'occasion d'exercer ses habiletés, d'explorer, de se mettre au défi et d'admirer la nature. Même si les choses ne se sont pas passées comme prévu, Jacques considère que sa sortie en montagne a été un succès et une expérience enrichissante. En revanche, Hans est terriblement déçu et considère qu'il vient de vivre un échec. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas atteint son but. La seule chose qui l'intéresse,
et de trouver un moment où il pourra revenir et réessayer d'atteindre son but. Voilà la différence entre une vie axée sur les buts et une vie axée sur les valeurs de vie. Vous voyez comment nos valeurs de vie nous soutiennent, nous motivent dans notre vie. Parce que nous pouvons mettre des semaines, des mois, des années à atteindre un but. Alors si, durant le parcours, nous avons vécu en accord avec nos valeurs de vie, on va pouvoir s'épanouir, on va pouvoir avoir plein de satisfaction, même si on n'atteint pas nos buts. Donc cette notion-là est très importante parce que du coup, si on n'atteint pas nos buts et qu'on a vécu avec nos valeurs qui nous ont soutenus, le jour où on ne réussit pas, c'est pas le vide. On n'a pas une impression d'échec. Parce que tout le parcours, on l'a nourri avec nos valeurs. Et c'est ça qui va nous donner du sens à notre vie. Donc, qu'est-ce qui est important pour vous dans votre vie? Dans quelle direction est tournée votre boussole personnelle? Qui oriente l'aiguille? Qui choisit la direction? C'est vous. Ah, voilà notre dernier moment de respiration. Et j'aimerais faire une petite variante pour le dernier. Est-ce que vous pourriez écarter vos pieds l'un de l'autre jusqu'à rencontrer le pied du voisin? Moi, je vais me mettre ici. Vous permettez? Si les mollets ou les genoux se touchent, c'est très bien aussi. Nous allons faire notre respiration habituelle. Mais là, j'aimerais qu'à la fin de l'expire, quand nous disons « je suis là, juste là », j'aimerais que nous laissions infuser une quinzaine de secondes ce que l'on va ressentir. C'est-à-dire qu'on va se remplir du moment présent, tous ensemble. Et pour cela, je vous encourage à fermer les yeux pour mieux ressentir à la fin de l'expiration. D'accord? Donc je prends ma main droite, je remets ma main droite sur ma poitrine. Je ferme mes yeux et je ramène toute mon attention à ma respiration. J'inspire. Je suis là, juste là. Merci, quelle belle énergie dans cette salle. Ce soir, j'ai essayé de vous donner des pistes de réflexion, des clés qui viennent du courant des thérapies cognitives et comportementales. Cette approche a démarré dans les années 50 aux États-Unis et a évolué, s'est enrichie au fil du temps. Nous en sommes maintenant à ce qu'on appelle les thérapies de troisième vague.
Et dans ces approches, elles nous permettent de mieux se comprendre au niveau de ses pensées, de ses émotions, de ses comportements. Nous sommes partis ce soir du postulat d'Épictète pour mieux comprendre notre mode de fonctionnement, prendre de la conscience de ce qu'on est en train de penser et prendre de la distance avec nos pensées est essentiel pour ne pas se laisser embarquer dans des émotions trop douloureuses. Gardez les pensées qui vous sont utiles et lâchez les autres. N'oubliez pas de vivre pleinement votre moment présent pour apaiser votre mental. Soyez curieux de vous-même. Observez-vous comme un scientifique qui observerait une toute nouvelle espèce. Notre corps abrite des pensées, des émotions, des sensations en permanence. Qu'elles soient agréables ou désagréables, ce sont les passagers de notre corps. Acceptons-les, acceptons cette réalité. Et je terminerai sur une citation d'un docteur américain, Albert Ellis, qui a été le premier à travailler sur les pensées, les émotions et les comportements en se basant sur la pensée stoïcienne. Et Albert Ellis nous dit: souvenez-vous que votre aujourd'hui est votre passé de demain. Je vous remercie. Merci à toi, Isabelle.